voilà pour ces quelques petits propos introductifs pour problématiser, pour maintenant rentrer dans le vif du sujet, autour donc de la première théorie, qu'on appelle la théorie des buts d'accomplissement, qu'on appelle la motivation d'accomplissement. Alors c'est quoi l'accomplissement? L'accomplissement, c'est je vais essayer en tant qu'individu de démontrer ma compétence ou d'éviter de démontrer mon incompétence. Donc le point de départ, le postulat théorique de cette approche, c'est que je vais essayer de démontrer ma compétence ou d'éviter de démontrer mon incompétence. Et donc ça, c'est ce qui se passe dans ce qu'on appelle un contexte d'accomplissement. Alors c'est quoi un contexte d'accomplissement? C'est un contexte où vous êtes regardé par les autres. C'est un contexte où votre image en tant qu'individu, elle est en jeu. Elle est en jeu parce que vous êtes regardé par les autres. C'est un contexte d'accomplissement où vous avez le résultat qui dépend de vous. Et donc ce résultat, il dépend de vous, vous êtes regardé par les autres. Et donc, vous allez essayer de montrer soit que vous êtes plutôt bon, soit que vous en sortez, soit vous allez essayer de montrer que vous n'êtes pas trop mauvais, que vous n'êtes pas nul, que vous n'êtes pas le dernier. Et le dernier élément qui caractérise vraiment ce contexte d'accomplissement, c'est quelque chose qui est valorisé socialement. Et donc ce qui va se passer en EPS pour les élèves, c'est valorisé socialement. Alors si on prend le côté le plus éducation nationale, c'est-à-dire ça va être valorisé par une note, ça va être valorisé par une note au trimestre, une appréciation sur le bulletin, peut-être l'obtention du brevet, peut-être, ou du bac, mais ce sont vraiment des éléments institutionnels. Donc c'est valorisé socialement, d'un point de vue institutionnel. Ça peut être, ce résultat, il peut être valorisé socialement par le prof. Le prof qui va me dire que c'est bien, le prof qui va me dire qu'il est content de moi. Et ce résultat, il va aussi être valorisé par les autres élèves. Et quand je dis valorisé, ça peut être dévalorisé. C'est, t'as vu comme t'étais nul tout à l'heure en EPS, c'était vraiment minable. Mais là, on est dans un contexte d'accomplissement où l'élève a démontré son incompétence. Et donc, vu que ça s'est très très mal passé, il ne s'accomplit pas. Et on va voir que ne pas s'accomplir, ça peut avoir des conséquences à court terme, à moyen terme, à long terme, et que ces conséquences peuvent être plus ou moins dramatiques. Cette théorie-là se base, la théorie, donc la motivation d'accomplissement, se base sur un certain nombre de buts motivationnels. Alors j'ai choisi de faire cette intervention parce que, pour avoir corrigé un certain nombre de copies, soit en formation à Marseille, soit dans les différents concours, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, c'est les fameux buts de performance et buts de maîtrise. Donc je me suis dit, je vais faire une intervention là-dessus et je vais essayer de montrer que les buts de performance et de maîtrise, c'est toujours très intéressant. Mais ça, c'était 1989-1992, plus 5-6 ans derrière. C'est-à-dire que globalement, ça, d'un point de vue de la recherche, ça fait des années, des dizaines d'années, qu'on ne les utilise plus de manière but de perf, but de maîtrise. Alors là, je vais faire un très rapide historique et surtout l'illustrer de manière concrète avec des comportements d'élèves. Alors c'est quoi un but de maîtrise? Un but de maîtrise, c'est pour m'accomplir, pour démontrer ma compétence, je vais essayer de faire des progrès. Ce qui me procure du plaisir, ce qui me procure de la satisfaction en tant qu'élève, c'est faire des progrès. Faire ce que je n'étais pas capable de faire avant. On dit, si j'emploie des grands termes, que la comparaison est auto-référencée. C'est par rapport à moi. Donc ça me procure du plaisir, de la satisfaction si je fais des progrès. Quand je pratique de l'EPS, quand je pratique une APSA ou dans une situation d'apprentissage. Ça, c'est les buts de maîtrise. Les buts de performance, ce qui me permet de démontrer ma compétence, c'est d'être meilleur que les autres. Et donc, si je suis meilleur que les autres, je suis compétent. Je me suis accompli, je suis content, je suis satisfait. Et donc, je prends toujours cette illustration-là parce que je trouve qu'elle est relativement claire. Vous prenez des élèves, vous en mettez 6 en natation, si vous avez la chance d'avoir une piscine entière et pas deux petites lignes d'eau. Vous prenez 6 élèves, vous mettez 6 chronométreurs au bout, et vous leur dites, on va faire une course. Et donc, quand le prof donne le signal, vous partez, vous allez le plus vite possible au bout, et votre chronométreur, il vous donnera le temps. Vous donnez le signal, les élèves nagent, ils touchent le mur. Un élève qui poursuit un but de performance,
Le premier comportement qu'il va avoir, c'est il va sortir la tête de l'eau, s'il n'avait pas déjà hors de l'eau, et il va faire à gauche, à droite. Il va regarder combien il est arrivé par rapport aux autres. Ça, c'est un élève qui a un but de performance. Un élève qui a un but de maîtrise, quand il touche le mur, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va lever la tête vers son chronométreur en disant « j'ai fait combien ?» Sous-entendu, j'ai mon record ou j'ai mon niveau de performance que je voudrais atteindre. Est-ce que j'ai fait mieux que ce que je suis capable de faire habituellement? Et donc, dans ce cas-là, finalement, l'élève qui poursuit un but de maîtrise, peut-être il s'en fiche d'être arrivé 4e ou 5e de la course à partir du moment où il a battu son record, ou en tout cas, il a eu l'impression de faire des progrès. Alors qu'un élève qui poursuit un but de performance, il s'en fiche de son temps, à partir du moment où il est arrivé premier. Si tous les autres étaient largement moins bons que lui et font un temps catastrophique sur le 25 mètres, c'est pas grave, il était premier. Donc, il nage pas forcément vite, il n'a pas forcément atteint les compétences en termes d'amplitude-fréquence que vous vouliez, mais lui, il s'en fout parce qu'il est arrivé premier. Ça, c'est les buts de performance et c'est les buts de maîtrise. Nichols 89, Ames 1992. Ça a entraîné beaucoup de publications derrière d'un point de vue scientifique dans la littérature internationale. Et ces buts-là, c'est devenu ce qu'on appelle des buts d'approche. Donc des buts de performance approche ou de maîtrise approche. Ça signifie quoi? Ça signifie que grâce à ces deux types de buts, on cherche à démontrer sa compétence. Donc c'est quelque chose de positif. On recherche le succès, soit en faisant des progrès personnels, soit en étant meilleur que les autres. Ce sont des buts d'approche. Donc la littérature scientifique, pendant 3, 4, 5 ans, prend les buts de perf, les buts de maîtrise, les tord dans tous les sens. Et en fait, les chercheurs arrivent à des résultats qui sont toujours les mêmes d'une étude à l'autre, mais aussi à des résultats qui sont incohérents. Et donc, quand il y a des résultats incohérents, c'est que la théorie n'est pas forcément suffisamment bonne pour expliquer ce qui se passe. Et donc là, il y a des chercheurs, et donc notamment Elliott, en 99, qui introduit un nouveau type de but. C'est-à-dire qu'il y a toujours les buts de maîtrise, tels que je les ai présentés avant, mais maintenant, les buts de performance sont distingués en deux types de buts. Il y a les buts d'approche de la performance, ou les buts de performance-approche, c'est-à-dire, moi, ce qui va m'accomplir, ce qui va m'apporter de la satisfaction, c'est je veux être meilleur que les autres. Donc ça, c'est exactement ce que je vous ai raconté avant. Mais les chercheurs définissent des buts de performance évitement. Et les buts de performance évitement, c'est je veux surtout pas être meilleur que les autres, je veux éviter d'être moins bon. Et surtout, si je prends vraiment ce qui nous intéresse en EPS, je veux éviter d'être le dernier. Et si je ne suis pas le dernier, ça m'apporte une forme de satisfaction. Alors vous imaginez bien que ça correspond à des typologies d'élèves relativement évidentes. Les élèves qui cherchent à être les meilleurs, c'est les quelques élèves dans votre tête de classe dans la PSA qui se battent, qui ont la bave aux lèvres, qui ont les étincelles dans les yeux pour arriver le premier de la course, de la CO, gagner le match à fond, être dans la poule numéro 1. Ça, c'est un type d'élève. Mais là, avec ces buts de performance évitement, vous avez un autre type d'élève. C'est des élèves qui veulent se cacher un petit peu, qui ne veulent pas être le dernier de la classe. Ils ne veulent pas être le dernier qu'on choisit quand on fait les équipes. Ils ne veulent pas être les derniers de la montante descendante. Et donc ça va créer une certaine forme de motivation, qui est une motivation, on va le voir, qui est un petit peu bizarre quelque part, parce que je vais faire ce qu'il faut, pas pour apprendre, pas pour progresser, pas pour chercher à batailler avec les meilleurs, mais pour éviter d'être le dernier. Donc ça, c'est en 99. Et donc vous imaginez bien que quand on voit dans les copies ou quand on discute autour des buts de performance, s'il n'y a pas cette distinction entre approche et évitement, on ne parle pas du tout des mêmes élèves. Et donc c'est, je trouve, réducteur en EPS de parler seulement des buts de performance, puisqu'on ne parle que des buts de performance approche. Quand il y a un sujet qui tombe sur la réussite de tous, et qu'on parle des buts de performance approche, c'est pas la même chose que de parler des élèves qui vont se battre, qui vont être motivés, qui vont faire des efforts, mais simplement pour pas être dernier, et pas forcément faire des progrès en EPS. Ça, c'était en 99. 2003 et 2005 pour la version française, mais maintenant c'est autour des buts de maîtrise d'être scindés en approche et évitement. Donc les buts de maîtrise, il va y avoir des buts de maîtrise approche, donc ça c'est ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. Je vais essayer de faire des progrès, je vais essayer
de faire mieux que ce que je faisais avant. Je vais essayer d'apprendre à faire une roulade avant élevée alors que je savais faire que la roulade avant. Sauf que ça, ça concerne là aussi pas forcément une majorité d'élèves. Et vous avez, d'après ce cadre théorique, dès maintenant, enfin depuis 2003-2005, des buts de maîtrise évitement. C'est-à-dire que les élèves qui poursuivent un but de maîtrise évitement vont éviter de s'engager dans des tâches qu'ils ne maîtrisent pas. C'est-à-dire pour avoir de la satisfaction, pour avoir l'impression d'avoir du plaisir en EPS, ils vont rejeter toutes les tâches qu'ils ne maîtrisent pas. Donc ces élèves-là vont choisir des tâches qu'ils savent déjà faire. Et choisir des tâches que je sais déjà faire, c'est pas forcément le moyen d'apprendre. Parce que apprendre, c'est dépasser un obstacle que j'arrivais pas à réaliser au préalable. Et donc les élèves qui poursuivent des buts de maîtrise évitement sont dans des stratégies où si vous leur proposez quelque chose qui est un petit peu plus dur ou un petit peu trop dur à leurs yeux, eh ben, ils vont un petit peu se cacher, ils vont pas forcément être très motivés pour réaliser, parce qu'ils ont peur d'échouer, ils s'en fichent d'échouer devant les autres, ça leur fait du mal à eux. Le but de maîtrise, c'est quelque chose d'auto-référencé. Ça me fait du mal à moi d'échouer si je tente cette voie qui est 2 cotations au-dessus de ce que je pense être capable de faire tout le temps, donc je ne la fais pas. Et donc il va y avoir tout un tas de stratégies, de la fausse blessure, à l'élève qui va changer la consigne du prof. Pourquoi ? Parce que l'élève n'a pas envie d'échouer. Parce que s'il échoue, ça va lui faire du mal d'un point de vue de son accomplissement, d'un point de vue de sa satisfaction, d'un point de vue de ses émotions. Ça, c'était les années 2003-2005, donc il y a 10 ans quand même. Depuis 2011, et dernièrement donc en sport en 2015, il y a encore une évolution de cette théorie-là, qui sépare, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but de mon intervention, mais qui sépare les buts de maîtrise encore en 2. Et donc au début, on avait un modèle à 2 buts, perf et maîtrise. Après, on a eu un modèle à 3 buts, maîtrise, performance approche, performance évitement. Puis après, on a eu un modèle à 4 buts, maîtrise, approche et évitement, performance, approche et évitement. C'est ce qu'on appelle le modèle 2 x 2. Et donc actuellement, il y a un modèle 3 x 2, donc il y a toujours l'approche et l'évitement. Mais maintenant, la maîtrise, elle est séparée en 2. On va regarder la réalisation de la tâche et on va regarder la trajectoire personnelle. Alors la réalisation de la tâche, c'est, si je prends notre vocabulaire d'EPS, c'est satisfaire aux critères de réussite de la tâche. Ce qui m'intéresse, c'est de réaliser la tâche que le prof me propose. Ça me plaît. Il me propose, alors pour son score, de marquer 17 points. Ça me plaît parce que c'est la tâche à réaliser, c'est ça qui va me procurer du plaisir, de la satisfaction et de l'accomplissement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les demandes de la tâche. La deuxième partie du but de maîtrise, c'est ce qu'on appelle le soi. Le soi, c'est la trajectoire personnelle. Ce qui va m'intéresser, quand le prof me propose quelque chose, c'est de faire des progrès. C'est progresser, faire quelque chose que je ne savais pas faire avant. Donc les buts de maîtrise qui étaient un petit peu fourre-tout avant, là sont séparés entre ça me procure du plaisir, de la satisfaction et de l'accomplissement si je réalise la tâche que le prof me propose, ce qu'on appelle les buts de tâche. Et ça me procure du plaisir si je fais des progrès. Ça, ce qu'on appelle les buts de soi. Et dans chacun des 2 buts, vous avez l'approche et l'évitement. C'est-à-dire que les élèves qui poursuivent un but autour de la tâche, mais qui poursuivent de l'évitement, ils vont essayer d'éviter d'échouer à la tâche que le prof propose. Donc ces élèves-là, ils ne sont pas forcément motivés par quelque chose de positif, où je vais réussir la tâche, c'est je vais tout faire pour éviter d'échouer. Et donc vu que ces élèves, ils cherchent à éviter d'échouer, ils ont un stress, ils ont une pression qui parfois les paralyse. Et c'est pour ça que dans la suite de l'intervention tout à l'heure, je vais essayer, pour ces élèves-là qui peuvent être paralysés, alors qu'à la base c'est des élèves de bonne volonté, parce qu'ils aimeraient bien essayer, mais ça leur met tellement de pression parce qu'ils ont peur d'échouer, que ils n'y arrivent pas. Les buts de soi, il y a les buts d'approche, c'est je vais essayer de faire des progrès. C'est ça qui va me procurer de la satisfaction, du plaisir, de l'accomplissement. Et les buts d'évitement, c'est je vais éviter de régresser.
Et donc là aussi, les élèves sont plutôt dans je vais essayer de ne pas faire pire que ce que j'ai fait la semaine d'avant. Et là aussi, on est sur quelque chose qui, à la base, est motivant, puisqu'on va essayer de s'en sortir, mais on est sur quelque chose qui est plutôt négatif. Sous-entendu, je n'étais pas très bon la semaine dernière, je vais essayer d'éviter de faire pire cette semaine-là. Et bien ça, comme pour le but précédent, c'est une forme de motivation. C'est quelque chose qui va permettre à l'élève de déclencher, de diriger, de mettre de l'intensité et de la persistance dans le comportement, mais avec une pression derrière. Parce que l'élève sait que s'il échoue, ça fait mal. Parce que j'essaye de tout faire pour éviter d'échouer et j'échoue. Et ça, d'un point de vue psychologique, c'est quelque chose qui va poser des problèmes, notamment des problèmes d'estime de soi. Donc, ce petit panorama, c'est pour vous montrer que les buts de perf et les buts de maîtrise, ça fait longtemps que c'est dans la littérature internationale, c'est parmi les plus productifs en termes de publication internationale sur la motivation, mais c'est beaucoup plus complexe que but de perf, but de maîtrise. Parce que ça n'explique pas un certain nombre de comportements d'élèves que j'ai essayé de vous illustrer. Donc je vais essayer de vous montrer maintenant, dans la suite de l'intervention, de manière très très synthétique, quels sont les avantages de poursuivre des buts de maîtrise au sens large, c'est-à-dire des buts de maîtrise approche, que ce soit des buts d'approche de la tâche ou des buts d'approche du soi. Si vous êtes intéressé, et donc pour des problèmes de mise en page avec Stéphane, la petite bibliographie, je vous ai mis une petite bibliographie de 4-5 articles ou bouquins qui peuvent être intéressants sur ces thématiques-là si vous voulez aller plus loin. C'est des bouquins ou des articles qui sont facilement accessibles, soit en ligne, soit en librairie. Et pour vous montrer que globalement, quand on cherche les avantages dans le milieu éducatif des buts de maîtrise, il y a des centaines de résultats qui montrent que c'est pertinent de poursuivre des buts de maîtrise avec les élèves en EPS et dans l'éducation. Donc vous avez un article que je vous ai proposé dans la biblio de Sarrazin, Tessier et Trouillou, qui est un article disponible gratuitement en ligne, qui fait une revue de littérature autour de buts de performance, buts de maîtrise et d'une autre théorie de la motivation qui s'appelle l'autodétermination, dont je ne vous parlerai pas ce soir. Et donc si vous voulez aller plus loin, cet article-là, c'est un des rares articles en français d'un point de vue scientifique, est extrêmement intéressant. Alors moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est sortir quelques éléments qui permettent de dire, finalement, ça peut être intéressant pour un enseignant d'EPS de chercher à faire viser à ses élèves des buts de maîtrise approche. Donc, premier élément, je fais un peu dans le désordre, c'est il va y avoir plus de plaisir. Toutes les études montrent qu'un élève qui poursuit un but de maîtrise approche va ressentir plus de plaisir en EPS, dans la PSA, voire dans le sport en général. Donc, c'est un élément qui semble intéressant et qui ne manquera certainement pas d'interpeller les collègues du groupe Plaisir qui sont peut-être dans la salle. Autre élément, c'est que, là aussi on est sur qu'est-ce qui intéresse les profs d'EPS, c'est qu'un élève qui poursuit un but de maîtrise approche, c'est un élève qui va faire plus de répétitions. C'est un élève qui va avoir plus de persistance dans l'effort. Et donc, ça, si c'est pas avec le décalage optimal dans le podium de ce qu'on lit dans les copies CAPES et AGREG, que pour apprendre, il faut répéter. Mais pour apprendre, il faut répéter. Mais pour répéter, il y a peut-être des conditions à mettre en place au préalable. Et une des conditions parmi de nombreuses autres, ça va être de faire viser aux élèves des buts de maîtrise. Les buts de maîtrise ont aussi d'autres avantages. Ils permettent très souvent une meilleure estime de soi. Parce que c'est plus facile de faire des progrès que d'être le premier de la classe. Tout le monde peut faire des progrès, même quand on a un élève qui ne réussit pas grand-chose en EPS. Mais par contre, être le premier de la classe, ça concerne peut-être 4-5 élèves dans votre classe. Et les 20 ou 25 autres qui sont derrière, eux, quand on leur propose ça, ça ne marche pas forcément. Autre élément, c'est que les poursuivre des buts de maîtrise, ça entraîne moins de stress. Moins de stress, parce que moins dépendant du regard des autres. Quand on poursuit un but de performance, on est vraiment dépendant du regard des autres, puisqu'on se compare aux autres. Et enfin, dernier élément, et donc je vous ai dit, je fais une sélection un peu EPS des résultats scientifiques là-dessus, c'est que globalement, quand on poursuit un but de maîtrise, on va valoriser l'effort et on va valoriser la coopération. Et là, ça renvoie à toutes les compétences méthodologiques et sociales qu'on peut voir dans les programmes, autour du goût de l'effort, autour du vivre ensemble, autour de coopérer, s'entraider. Donc,
là, par rapport à ce petit panorama hyper rapide, poursuivre des buts de maîtrise, ça semble extrêmement pertinent. Donc je vais faire deux remarques. La première remarque, comme dans toute connaissance scientifique, il faut prendre avec grande précaution. Pourquoi il faut prendre avec grande précaution? Parce que ça, c'est des tendances. C'est des tendances, ça signifie quoi? C'est pas parce que vous mettez des buts de maîtrise que ça y est, il n'y aura plus aucun stress à l'école, que tous les élèves vont répéter jusqu'à la mort, que tous vont valoriser la coopération. Mais globalement, si vous mettez en place et vous faites poursuivre à vos élèves des buts de maîtrise, vous aurez plus de plaisir, plus de valorisation de l'effort, plus de répétition que si vous n'en mettez pas. Et donc là, je suis très prudent là-dessus. Les connaissances scientifiques, elles ne sont pas déterministes. Mais globalement, si vous poursuivez des buts de maîtrise avec vos élèves, il y a plus de chances que ça se passe mieux que si vous n'en poursuivez pas. Et on va voir que si vous poursuivez des buts de compétition. Mais ce n'est pas magique non plus. Donc ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est bien gentil de dire qu'on a plus de plaisir, plus de répétition, moins de stress. Mais la question maintenant, et qui est la question que se pose n'importe quel enseignant de PS, c'est comment on peut faire? Et donc pour ça, comment on peut faire? Il y a tout un courant de recherche, là aussi je vais aller quand même relativement de manière synthétique, autour de la notion de climat motivationnel. Donc le climat motivationnel, c'est l'environnement, si je m'appuie sur la définition de Tessier, c'est l'environnement psychologique dans lequel vous allez mettre un groupe d'élèves. Et cet environnement psychologique dans lequel vous allez mettre votre groupe d'élèves va orienter leur but motivationnel. Donc c'est un environnement psychologique, on va voir que cet environnement a différents paramètres, c'est un environnement psychologique qui va entraîner l'adoption de certains types de buts par les élèves. Donc là, en mettant en place un climat motivationnel, vous êtes bien une force externe, si je reprends la définition de Valran-Etier, qui va avoir une influence sur les buts poursuivis par les élèves. Et globalement, plus vous êtes jeune en tant qu'élève, plus vous êtes sensible au climat motivationnel mis en place par l'enseignant. Donc, pour ce qui nous concerne dans le second degré, plus vous intervenez avec des petits 6e, 5e, plus le climat motivationnel que vous allez mettre en place va pouvoir avoir une influence sur leur but. Et je ne parle même pas de l'intervention que vous pourriez faire dans le premier degré, parce que là, vous avez encore plus d'influence sur les buts motivationnels que peuvent rencontrer vos élèves. Alors comment on peut créer un climat motivationnel? Donc là aussi, une énorme littérature d'un point de vue international. Donc moi je vais me centrer sur un modèle qui n'est pas tout jeune, mais qui est réactualisé chaque année, qui est affiné, qui est le modèle Target. Donc le modèle Target, qui a été créé par Epstein et Ames, et puis qui est repris depuis jusqu'à très récemment, s'organise autour de 6 paramètres. Les 6 paramètres, ce sont les 6 lettres de Target: tâche, autorité, reconnaissance, groupement, évaluation et temps. Target. Donc là, ce que je vais essayer de faire à travers un certain nombre d'exemples et rentrer un peu plus dans le concret, c'est démontrer que avec un même paramètre, suivant comment vous le manipulez, vous avez la possibilité de créer soit un climat de compétition, soit de créer un climat de maîtrise. Donc je vais prendre le premier paramètre qui est la tâche. Si vous proposez exactement la même tâche à tous les élèves, sans différenciation, vous êtes dans un climat de compétition. Pourquoi vous êtes dans un climat de compétition? Parce que vu que tout le monde fait la même tâche, c'est très facile de se comparer, puisqu'on fait tous la même chose. Si par contre vous êtes plutôt dans un climat de maîtrise, c'est comment je vais manipuler ma tâche pour que chaque élève, ait un défi personnel dans cette tâche-là. Ça peut être le même cadre de tâche, mais à l'intérieur, chaque élève ou chaque groupe d'élèves de niveau proche a un objectif qui est personnalisé, qui est individualisé. Là, vous êtes dans un climat de maîtrise. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est à chaque fois prendre des petites illustrations flash dans tout un tas d'activités. On va prendre par exemple course d'orientation. Course d'orientation, vous êtes avec vos élèves, vous avez décidé d'organiser une course au score. Si vous voulez être dans un climat de compétition, vous leur dites, ben voilà, vous avez 45 minutes, c'est la limite, donc je passe toutes les consignes de sécurité et tout ça, c'est voilà le parcours,
Là, il y a des balises à 1 point, des balises à 2 points, des balises à 3 points. Bien sûr, les balises à 3 points sont plus difficiles que les balises à 1 point, et ainsi de suite. Vous avez 45 minutes. Il faut me ramener le plus de points possible. Là, vous êtes typiquement dans un climat de compétition. Pourquoi? Parce que là, vous allez avoir quelques fous furieux, folles furieuses dans votre classe qui vont partir comme des dingues dès que vous allez donner l'autorisation. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être parmi les quelques équipes qui vont jouer la gagne. Pouvoir arriver en disant « nous, on a marqué plus de points que vous ». Donc ça, c'est typiquement le climat de compétition. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que le climat de compétition, c'est absolument génial. Contrairement à ce qu'on lit dans les copies, là une fois de plus, on dit les buts de performance, c'est pas bien. C'est faux. C'est génial les buts de performance, c'est génial le climat de compétition. Pour certains élèves. Et notamment les meilleurs élèves de la classe. Mettre en place un climat de compétition, pour eux c'est super, c'est ce qui va les motiver, c'est ce qui va leur permettre de s'accomplir. Mais par contre, pour le reste du monde dans la classe, il y en a beaucoup qui vont se dire « Regarde-moi ces fadas qui partent comme des débiles, moi de toute façon, je ne serai jamais premier, j'arriverai jamais à ramener le plus de points possible, à en ramener plus qu'eux, allez viens, vas-y, on y va, sinon on va se faire engueuler. » Donc là, on est typiquement sur le climat de compétition, parce qu'on fait tous la même tâche, et vu qu'on fait tous la même tâche, il y en a des élèves qui détournent la tâche en disant « Nous, on va marquer plus de points que vous. » Ça, climat de compétition. Un exemple de climat de maîtrise sur la course au score, ça pourrait être, donc la semaine dernière, on a fait une course au score, j'ai relevé tous les points que vous avez marqués par doublette, par binôme, et donc aujourd'hui, je vous donne je vous donne sur votre carte et vous avez votre objectif, qui est d'essayer de marquer 2 points de plus que ce que vous avez fait la dernière fois. Et donc bien entendu, en fonction des niveaux des élèves, ce qu'il y a sur les cartes, c'est pas le même niveau de difficulté, puisqu'ils n'ont pas tous fait la même performance à la leçon précédente. Ben là, typiquement, vous êtes sur un climat motivationnel de maîtrise. Ça n'empêchera pas à vos élèves assoiffés de performance de partir le plus vite possible en se disant « je m'en fous de ce truc-là, de toute façon, nous, on veut marquer plus de points que les autres ». Mais ça permettra peut-être à certains élèves de se dire bah, « pourquoi pas ?» Pourquoi pas? Peut-être j'arriverai pas dans les premiers, peut-être que je ne serai pas parmi les meilleures équipes de la classe, mais ça peut être jouable. Donc ça, c'est typiquement un des paramètres qui va plutôt orienter les élèves vers un climat de maîtrise plutôt qu'un climat de compétition. Le deuxième paramètre, c'est l'autorité. L'autorité au sens prise de décision. Alors pareil, il y a beaucoup de choses derrière l'autorité, mais je vais prendre juste le focus sur la prise de décision de l'enseignant. Dans un climat de compétition, c'est l'enseignant qui prend toutes les décisions. C'est l'enseignant qui choisit. C'est l'enseignant qui dit aux élèves « tu fais ça ». Dans un climat de maîtrise, l'élève va avoir des choix à réaliser. L'élève va avoir un petit peu d'autonomie. L'élève va être un petit peu acteur, si je fais un concours de synonymes de tout ce qu'on peut retrouver dans le langage institutionnel ou professionnel. Donc, dans un climat de maîtrise, les élèves peuvent choisir. Donc, je vais prendre, comme à chaque fois, la même APSA et essayer de montrer climat de compétition, climat de maîtrise. Vous êtes en tennis de table, climat de compétition, dans une classe où votre objet d'enseignement est autour de « je vais écarter le jeu sur les côtés de la table ». Climat de compétition, c'est « allez, je vous ai tracé des zones sur la table, c'est les mêmes zones pour tout le monde, allez c'est parti, si vous marquez le point dans la zone, c'est 3 points, si vous marquez ailleurs, c'est 1 point ». Là, c'est un climat de compétition, puisque l'enseignant a tout défini d'un point de vue des critères de la tâche, et les élèves sont applicateurs de ça. Et là aussi, c'est facile de se comparer, parce qu'on a la même tâche que la table d'à côté. Je vous donne un exemple de climat de maîtrise. La notion centrale dans le climat de maîtrise, c'est la notion de choix, du point de vue de l'autorité. Et je reprends la même situation, même objet d'enseignement, on va chercher à jouer sur les côtés de la table. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple? En tant que prof, on pourrait avoir tracé sur chaque côté de la table 2 zones qui ont des tailles différentes. Donc une plus petite et une plus grande sur la droite et pareil sur la gauche. Et on dit aux élèves, mais vous allez faire un match. La consigne est la suivante. Avant le match, c'est vous qui choisissez la zone qui va être votre zone bonus. Donc si vous choisissez la grande zone, les 2 grandes zones qui sont de chaque côté, et que vous marquez le point dedans, vous marquez 2 points. Par contre, si vous choisissez la petite zone et que vous marquez le point dedans, ça vaut 3 points.
Là, on est typiquement dans un climat de maîtrise, parce que c'est l'élève qui, avant le match, en fonction de ses forces et faiblesses, celles de l'adversaire, va devoir choisir, est-ce qu'il choisit une zone plus large, donc qui est plus facile à atteindre, mais qui rapporte moins de points, ou une zone plus réduite, donc plus difficile à atteindre, plus risquée, mais qui rapporte 3 points au lieu de 2 si je marque le point dedans. Ben là, typiquement, on est sur un climat motivationnel de maîtrise. Pourquoi? Parce que l'élève va avoir une prise de décision active dans la situation d'apprentissage. Tout ce qui est autour de la CP5, tout ce qui est autour de la construction de son plan d'entraînement, c'est typique d'un climat motivationnel de maîtrise qu'on peut rencontrer en EPS. Troisième paramètre, la reconnaissance. Alors la reconnaissance, là aussi, plein d'axes, je me centre sur un seul, sur l'intervention du prof pendant la leçon. Là, on lâche les situations d'apprentissage, on lâche la planification, on va sur l'action, la régulation du prof pendant la leçon. Donc la reconnaissance, c'est comment le prof va reconnaître les apprentissages des élèves, quels commentaires il va faire. Dans un climat de compétition, un prof a tendance à valoriser et à faire des commentaires en disant c'est bien ce que tu as fait, c'est génial, aux meilleurs élèves de la classe. Et il y a une tendance, il y a une étude qui avait été faite qui montrait que globalement, les profs d'EPS avaient tendance à passer plus de temps quand on est dans des gymnases style où il y a des terrains de niveau en badminton, ils passent plus de temps avec les meilleurs terrains qu'avec les terrains moins bons. Alors qu'a priori, globalement, on pense que c'est plutôt les élèves en difficulté qui ont besoin du prof. Alors pourquoi? C'est pas parce qu'ils pensent être dans un climat de compétition, c'est simplement que ça renvoie une image valorisée de soi-même en tant que prof. Parce que quand je donne un conseil à un élève fort, ben, il y a plus de chances que grâce à ce conseil-là, il fasse un progrès assez rapide et que je me dise « je suis un sacré bon prof de PS ». Donc, quand je vais me centrer surtout sur les élèves les plus forts, je vais instaurer un climat de compétition. Alors que quand je vais centrer mes interventions sur l'ensemble des élèves de la classe, et notamment les élèves de difficulté, je vais être sur un climat de maîtrise. Et il y a tout un tas, alors c'est d'autres théories psychologiques, mais tout un tas de théories qui montrent que pour un élève, un enseignant qui vient le voir, qui le regarde, qui lui fait un petit commentaire ou qui lui dit « vas-y, c'est bien », eh bien, pour le prof, c'est au final pas grand-chose. Pour un élève, c'est un événement affectif majeur. Parce que dans une classe de 25, à ce moment-là, c'était lui qui était vu, le prof qui est champion olympique dans toutes les disciplines aux yeux des élèves, le prof s'est occupé de moi, le prof m'a dit que c'était bien. Et quand on est un élève, et notamment un élève difficile, qui globalement réussit pas grand-chose à l'école, ben pour une fois on lui dit que c'est bien. Et ben ces éléments-là font partie d'un climat de maîtrise, quand on va surtout encourager les progrès, et les progrès de tous, qu'on soit le meilleur élève de la classe ou qu'on soit l'élève le plus en difficulté. Autre paramètre du modèle Target, ce sont les formes de groupement. Dans un climat de compétition, les formes de groupement, ben, il y en a une, c'est les groupes de niveau. Et là, on est confronté à un problème qui est, ben, dans certaines activités, s'il n'y a pas des groupes de niveau, type les activités d'opposition, ben, le résultat du match, il est connu d'avance. On fait jouer le plus fort de la classe en badminton contre le plus faible. Ben, dans un cas, ça va être une boucherie pour l'un et de l'ennui pour l'autre. Mais en même temps, comme me l'avait dit une élève, ben moi le premier au début de ma carrière, j'étais à fond sur que groupe de niveau, Si une élève m'avait dit, et je pense que ça m'est resté pour que je vous en parle ce soir, vous savez, moi mon surnom c'est terrain numéro 7. Et là, boum, on se prend un bon coup derrière la tête en tant que prof de PS. Pourquoi? Parce que finalement, il n'y avait pas d'autres formes de groupement que les formes de groupement par niveau dans toute ma leçon, dans tout mon cycle en badminton. Alors que si je veux être dans un climat motivationnel de maîtrise qui va plus impliquer les élèves, leur procurer plus de plaisir, moins de stress, c'est pas qu'il ne faut pas faire des groupes de niveau. Parce que ben, si on ne fait pas de groupe de niveau dans les activités d'opposition, il n'y a pas d'incertitude du résultat. Donc c'est embêtant aussi bien pour une équipe que pour l'autre, pour un joueur que pour l'autre. Mais par contre, la variation des formes de groupement au fur et à mesure de la leçon, ou la variation des formes de groupement d'une leçon à l'autre, en disant, bon bah là on a fait des matchs par niveau, là on va se faire 10 minutes, on va faire un petit travail par groupe de besoins, ou on va faire un petit tutorat, et bien ça c'est emblématique d'un climat motivationnel de maîtrise, où on joue sur le paramètre forme de groupement.
Donc varier les formes de groupement au sein d'une leçon ou au sein d'un cycle témoigne de l'instauration d'un climat motivationnel de maîtrise. Avant-dernier paramètre, l'évaluation. Donc l'évaluation, dans un climat de compétition, l'évaluation, elle est, on va dire, publique et elle est hiérarchisée. Vous avez tous eu, et malheureusement un jour ou l'autre dans votre scolarité, un prof de maths ou de... Souvent je dis les maths parce que c'est souvent ça qui est... En tout cas moi c'était un prof de maths qui vous rendait les copies hiérarchisées de la meilleure à la moins bonne. Et il rendait les copies, un tel 18 très bien comme d'habitude, un tel 17, et là vous voyez une élève ou un élève qui s'effondrait parce qu'il n'était pas le premier. Il n'était pas le premier. Donc cet élève était sur un but de compétition à fond. Il aurait tué père et mère pour être le premier qu'on rendait dans la copie. Et puis ça continue, 16, 15, et là arrivait le « à partir de maintenant, plus personne n'a la moyenne ». Et donc là, vous avez les têtes qui se baissaient, donc machin, 9, 8, ça descendait, 7, 6. Il y avait souvent une copie qui avait mal été classée. Ah, Julien, 14, je t'ai oublié, excuse-moi, Julien, il avait frôlé l'arrêt cardiaque depuis moins de 3 minutes. Et puis après, on arrivait en disant, bon, 2, c'est bien, là, tu as mis ton nom sur la copie, c'est génial. Là, c'est typiquement un climat de compétition. Et c'est typiquement un climat de compétition parce qu'on part du principe que vu qu'on fait ça de manière publique, eh ben, ça va donner envie à tous les élèves de se battre pour être parmi les meilleurs élèves de la classe. Ben ça, c'est un raisonnement qui n'est pas du tout le raisonnement des élèves. Et il y a une étude qui a été menée par 2 collègues, qui s'appellent Thorkildsen et Nichols, donc à la fin des années 90, qui a montré que quand on interroge les enseignants de toutes les disciplines sur quels sont les principaux leviers motivationnels pour motiver les élèves, dans le top 3, il y a la compétition. Je mets de la compétition, donc les élèves seront motivés. J'essaie de vous montrer depuis le début de mon intervention que c'est largement plus complexe que ça. Dans un climat de maîtrise, l'évaluation, elle est confidentielle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas rendue publique devant tout le monde. Dans un climat de maîtrise, certes, il y a une note, parce qu'il faut mettre des notes, on est à l'école, mais il y a aussi des commentaires. Et les commentaires, ça peut être aussi bien des commentaires sur voilà ce qui n'était pas bien, mais aussi voilà ce qui était bien. Et donc ces éléments-là font que, par exemple, moi c'est un souvenir là aussi personnel d'un prof de français en première, qu'est-ce qu'il faisait quand il rendait la copie? Quand il rendait la copie, donc il appelait pas d'ailleurs, il appelait pas les gens, parce qu'il connaissait tout le monde par tous les élèves de sa classe, et il disait, hop, regardait, il prenait la copie et il la mettait à l'envers sur la table devant l'élève. Et il faisait pareil tout le temps. Et sur la copie, il y avait la note, parce qu'il fallait une note, il y avait qu'est-ce que tu as fait de bien et qu'est-ce que tu pourrais faire mieux la prochaine fois et qu'est-ce qui n'était pas bien. Et bien là, c'est typique d'un climat motivationnel de maîtrise. Et donc, le fait de pouvoir, j'allais dire c'est un droit pour moi, mais un droit à l'élève de ne pas donner aux autres élèves de la classe sa note s'il n'a pas envie de la donner. Et ça, c'est un élément qui semble pas grand-chose, mais qui d'un point de vue affectif, d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue motivationnel, a une influence extrêmement forte sur le plaisir, l'investissement des élèves, que ce soit en EPS ou ailleurs à l'école. Enfin, dernier paramètre, le temps. C'est dans un climat de compétition, le temps est le même pour tout le monde. Donc le temps est le même pour tout le monde, c'est-à-dire on est d'un point A à un point B. C'est typiquement la notion de cycle. En EPS, la notion de cycle, on a 8 leçons d'1h30. Donc ça, c'est typiquement, à la fin, la compétence attendue doit être acquise. Ça, c'est typiquement un climat de compétition. L'école française en tout cas, par sa structuration, est basée sur un climat motivationnel de compétition. Dans un climat motivationnel de maîtrise, on va essayer de permettre aux élèves d'avancer un petit peu à leur rythme. C'est-à-dire que la vitesse d'avancer, la difficulté ne va pas forcément être la même pour tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas avec la même chose à la fin, mais en tout cas, on va essayer de permettre aux élèves d'avancer à leur rythme. C'est ce que je vais essayer de vous montrer tout à l'heure, à la fin de la deuxième partie de mon intervention. Donc la notion de cycle, telle qu'elle est mise en œuvre actuellement dans les nouveaux programmes, autour de on fixe plus des objectifs sur 1 an, mais sur 3 ans, a plutôt tendance sur le papier à promouvoir un climat motivationnel de maîtrise. Je dis bien sur le papier, parce que après, ça va être aux enseignants d'essayer de s'en emparer pour voir ce qu'on peut y faire concrètement pour qu'il y ait un suivi sur ces 3 années-là
d'élèves qui vont peut-être changer de prof et de profs qui ne promeuvent pas forcément le même climat motivationnel. Alors pour terminer sur la motivation d'accomplissement, je présente, là c'est quelque part un plaidoyer pour le climat de maîtrise, pour poursuivre des buts de maîtrise. Et ce que vous pourriez me rétorquer, et vous avez tout à fait raison, mais il existe tout un tas d'activités qu'on utilise en EPS, des activités de la CP4, qui sont des activités d'opposition, donc où il y a des perdants, des vainqueurs, et les activités de la CP1, où il y a de la concurrence, donc on est premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et donc, attention de ne pas, quand il y a des interventions scientifiques ou quand il y a des lectures que vous faites, de ne pas travestir les propos de leur auteur. Là, je n'ai jamais dit qu'il fallait faire que des buts de maîtrise. Là, ce que j'essaye de vous montrer, c'est l'intérêt de viser des buts de maîtrise en EPS pour les apprentissages et la motivation des élèves. Or, il y a un aspect des expériences culturelles de CP1 et de CP4 qu'on fait vivre en EPS, et certaines expériences de CP2, où il y a de l'opposition, où il y a de la compétition. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on ne fait plus de matchs en handball, qu'on ne fait plus de courses en relais vitesse? Surtout pas. Surtout pas. Et là, il y a une notion scientifique qui est très très peu connue, à part un peu les Marseillais, puisque j'essaie de leur en parler, c'est la notion d'orthogonalité des buts. La notion d'orthogonalité des buts, donc là aussi c'est une notion pas forcément très récente, mais qui pénètre pas énormément le domaine de l'EPS. L'orthogonalité des buts, c'est quoi? C'est permettre, dans une même situation d'apprentissage par exemple, aux élèves de viser à la fois des buts de performance et des buts de maîtrise. Donc, toutes les situations que je vous ai proposées ou les petits flashs que je vous ai proposés sur le modèle target, sur le but motivationnel de maîtrise, sont des situations qui, avec quelques petits ajustements, permettent de viser à la fois des buts de perf et à la fois des buts de maîtrise. Je reprends l'exemple de la course au score. Si vous êtes le prof et vous avez organisé votre course au score, et vous dites aux élèves, ben voilà, on va faire une course au score aujourd'hui, il y a deux façons de gagner. La première façon, c'est d'être l'équipe qui va ramener le plus de points. Et là, vous avez un petit sourire en coin des élèves qui poursuivent des buts de compétition. Et la deuxième façon de gagner, c'est sur votre carte. Je vous ai mis un nombre de points à atteindre. Et ce nombre de points à atteindre, si vous l'atteignez ou si vous faites mieux, vous avez gagné aussi. Même si vous êtes arrivé 6e, 7e ou 8e équipe. Et bien là, typiquement, vous êtes en train de mettre en place une situation où il y a de l'orthogonalité des buts. Pourquoi? Parce que les élèves qui poursuivent un but de compétition, ils sont à fond sur on va essayer d'en ramener plus que les autres à côté. Et ceux qui sont sur des buts de maîtrise sont plus sur je vais essayer d'atteindre l'objectif du prof. Donc finalement, chacun a à manger dans cette situation-là par rapport à leur but motivationnel. Et donc par rapport à ça, là, quand je prends ça, et peut-être, en tout cas je devance peut-être certaines questions, c'est vous vous dites peut-être, ouais mais les élèves qui sont ni sur la compétition, et les élèves qui sont ni sur les progrès personnels, et c'est ce qui va me faire la transition avec la dernière partie de mon intervention autour des élèves en difficulté. Parce que ça va être très intéressant pour raccrocher un certain nombre d'élèves, mais pas suffisant, parce que pour d'autres élèves, ils sont ni sur des buts de performance approche, ni sur des buts de maîtrise approche, ils sont sur de l'évitement, voire carrément de l'abandon. Et donc, c'est à ces élèves-là qu'on va essayer de s'intéresser d'un point de vue motivationnel dans la dernière partie de l'intervention.